Mercredi 3 janvier 1996, précisément 17h52, comme malheureusement je vous l'annonçais il y a quelques minutes, eh bien aujourd'hui le Dakar a vécu un drame. Laurent Guéguen, sur le camion numéro 414 de la marque Citroën, eh bien officiellement a eu un accident à 17h34 minutes. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Guillain. Bonjour Jean-Philippe Guillain. Bonjour Pascal. Vous étiez présent quelques minutes, je crois, après l'accident. C'est exactement ça. Nous étions dans l'hélicoptère qu'on appelle le H3, c'est-à-dire l'hélicoptère qui suit l'arrière de la course. Et nous étions à ce moment-là à peu près dans la spéciale au kilomètre 157. On va d'ailleurs tout de suite voir des images assez impressionnantes. On a été attiré par une grosse fumée noire. Vous allez voir ça tout de suite. Une fumée noire qu'on voyait d'au moins 3-4 km. Une fumée noire très épaisse. La voilà. Nous sommes arrivés avec notre pilote hélico Serge Giner et notre caméraman Olivier Jovanovic. Et nous nous sommes rendus directement sur place. Ça nous a pris à environ 20-25 minutes si vous voulez pour arriver là. À cet instant, ce camion qui est un Mercedes, le numéro 413, c'est un camion d'assistance rapide de Citroën. Il était complètement détruit, vous pouvez le voir. Plus aucun signe visible de marque, de numéro ou de peinture, juste une carcasse fumante. Nous sommes restés une demi-heure environ en vol autour de cette carcasse en feu. Deux hommes ont pu s'échapper du camion. Il s'agit de Pascal Loudneau et de Vincent Baudin. Ils sont sains et saufs. Malheureusement, vous l'avez dit, un communiqué de l'organisation nous annonçait dans l'après-midi que le pilote, lui, Laurent Guéguen, était décédé. Alors, selon les deux survivants, une explosion a eu lieu sous le camion qui roulait à ce moment, c'est très important, en dehors de la piste, Pascal, à 300 mètres, à gauche de la piste qui, elle, avait été balisée par des cairns. Vous savez, des cairns, ce sont ces tas de sable qui sont faits avec un bulldozer pour que les concurrents ne sortent pas de la piste dans des endroits un petit peu litigieux comme celui-là. Pourquoi je dis litigieux? C'est parce qu'on n'était pas loin d'une frontière sensible. D'autant plus qu'hier soir, lors du briefing, Hubert Auriol avait justement bien spécifié à tous les concurrents de ne surtout pas sortir dans une certaine zone bien précise, qui est celle dont vous venez de parler, de ne surtout pas sortir de la piste. Alors sur ces images qu'on voit en ce moment, vous allez voir qu'on voit des traces noires au sol, des masses métalliques rondes et sombres. Elles sont localisées par des petits tas de pierres. Pour moi, ça ressemble fort à des mines. On va d'ailleurs le voir un peu plus distinctement, je pense, sur ces images. Pour l'instant, bien sûr, c'est pas encore officiel, Pascal. Oui, toutes les informations qu'on donne actuellement restent conditionnelles. Il y a une grosse enquête qui va suivre. On va essayer de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais pour moi, ça fait aucun doute. Ça ressemble bien ici à des mines. Et d'ailleurs, mon pilote d'hélicoptère, qui lui a longtemps travaillé pour l'armée en Afrique, a exactement le même raisonnement. Alors là, on voit les deux survivants de l'accident. Ils ont été récupérés, bien sûr. Ils ont réussi à sortir de cette zone piégeuse. On rappelle leur nom, Pascal Loudneau et Vincent Baudin. Voilà, eux, ils sont sains et saufs. Vous voyez en ce moment l'hélicoptère médical sur ces images qui est à côté. On va entendre assez rapidement une réaction du patron de Laurent Guéguen. Le patron de Laurent Guéguen qui était Georges Groine. Georges Groine. Au micro de Jean-Philippe Guillain. Dans un instant. J'ai énormément de peine et j'ai des difficultés à m'en remettre parce que j'arrive pas à croire que Laurent Guéguen n'est plus là. Ce qui lui est arrivé est affreux. C'était une personne auquel j'étais très attaché. Il a commencé sa vie professionnelle chez moi et il a toujours été avec moi. Un garçon que tout le monde souhaitait avoir à son service et un père de famille. C'est vraiment quelque chose de très difficile à supporter. Pour moi, c'est une épreuve, des plus dures épreuves de ma vie. Parce que j'y étais très attaché. Alors, vraiment, j'ai énormément de peine. Surtout dans les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Jojo, projeté. Est-ce que vous savez exactement ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas. Il y a eu un communiqué officiel. Je sais qu'il était sorti de la piste et que le camion a explosé. On parle d'exploser sur une mine, mais je peux rien affirmer, je ne sais pas. Je sais tout simplement qu'il a brûlé. Les deux autres coéquipiers s'en sont sortis et que Laurent est resté coincé dans le camion. Laurent Guéguen était né le 30 octobre 1969, il avait 26 ans, marié, il a une petite fille, c'est bien sûr à eux qu'on pense principalement à l'heure qu'il est.
Tout à fait Pascal, on doit aussi préciser que c'était un homme d'expérience, donc l'enquête nous dira peut-être pourquoi tout d'un coup comme ça il est sorti de la piste. Ce que je voudrais dire encore s'il vous plaît, c'est surtout pour les autres concurrents qui passaient à ce moment-là avec l'hélicoptère, nous sommes allés à leur rencontre pour les faire sortir de cette zone qui était dangereuse. Il y en a certains qui ont voulu s'approcher. Vous êtes resté attention, on est resté au stationnaire, on a roulé vers eux pour leur dire, on a foncé vers eux, phare allumé, en leur disant sortez d'ici, c'est dangereux, à notre avis c'est miné, sortez d'ici. Il y en a certains qui s'amusent, qui se croient sur les... On n'entend pas bien avec moi tout. Oui, je disais qu'un rallye, ça peut être dangereux, donc les autres concurrents, quand ils passent à côté d'un accident, et quand on leur dit, nous, qui sommes au-dessus en stationnaire, sortez d'ici, c'est dangereux, il faut qu'ils nous écoutent, qu'ils ne s'amusent pas à venir pour rien. Voilà ce que j'avais rajouté. Merci Jean-Philippe Guillain. D'ailleurs, d'après les dernières informations qu'on a, je crois que la course est neutralisée et qu'ils vont tous rentrer en convoi. Oui, Jean-Philippe Gérard, oui, parce qu'on n'a qu'un micro qui fonctionne à l'heure actuelle. Il y avait une toute dernière information, je ne sais pas si vous l'avez déjà donnée Pascal, c'est Arnoux avec son buggy qui vient d'avoir un grave accident et qui est pour l'instant dans les mains des médecins. Arnoux, oui, Arnoux, le Bordelais, qui avait gagné la spéciale justement chez lui dans la boue, vient d'avoir un accident. Il y a... Oui, ben voilà, nous nous trouvons donc dans le camp Citroën. Alors, tous les mécanos réparent les voitures, mais bon, je suis avec Alain Pellissier, le cœur n'y est plus, Alain, là. Non, je crois que depuis qu'on a appris cette catastrophe, là, je crois qu'on tourne un peu au ralenti. On a une grosse pensée pour lui. On l'aimait, on l'adorait tous ici. C'était vraiment le garçon idéal pour nous. C'était le service même, la gentillesse et tout. Et là, je crois qu'on sait pas bien où on habite à l'heure qu'il est. J'ai une grande pensée pour sa famille et pour le team Georges Droigne qui a perdu gros dans cette affaire. Nous, ce soir, nous travaillons, mais parce que c'est malheureusement de la routine. Il faut le faire, il faut faire à la fois aller jusqu'au bout. Et cette victoire, s'il y en a une pour nous, on la dédie tout de suite à Laurent. Dites-moi, c'était un passionné d'automobile, un passionné des rallyes. Il avait fait plusieurs Paris-Dakar, là, hein, plusieurs Dakar. Il a fait effectivement plusieurs Dakar. Il est souvent arrivé. Lui-même courait avec la passion qu'on lui tenait et qui nous communiquait tout le temps. Il vivait l'auto à 100%. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une page qui s'arrête. Et on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Je crois que c'est une catastrophe pour tout le monde. Même pour le bivouac, car il avait de nombreux amis sur le bivouac. Je crois que ce soir, on va aller manger, mais ça ne passera pas super bien. Merci Alain, merci. Voilà, là, vous doutez bien, c'est très triste ici, Pascal. Pascal, des petits problèmes apparemment, on va continuer. Celui-là marche. Ok, celui-là marche. Georges Droigne vient de nous rejoindre. Georges, on venait de vous entendre là, au micro de Pierre Le Petit. Vous étiez, oui, ça marche, ça fonctionne. Hein. Ok. Faut dire qu'on est, comme d'habitude, vraiment en direct. Nous sommes dans le désert, il faut le rappeler, parce que ça marche tellement merveilleusement bien qu'on s'habitue un petit peu à tout ça. Georges, pardon, on vous a écouté tout à l'heure. Vous êtes avec une très grosse émotion, vous êtes un tout petit peu remis maintenant. Est-ce que vous avez de plus amples précisions grâce aux deux garçons qui s'en sont sortis sur ce qui s'est passé exactement? Non, malheureusement, je n'ai pas pu contacter les deux garçons. Guy Fréquelin n'est encore pas rentré avec son hélicoptère, donc je n'ai pas d'autres informations. Seul, c'est que Laurent aurait brûlé dans son camion et il n'a pas pu s'en dégager quand il y a eu l'accident, l'explosion, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé encore. Tous les concurrents étaient bien briefés sur le fait qu'il ne fallait absolument pas sortir des pistes. Ça, c'était clair, depuis l'année dernière déjà. Et surtout hier soir lors du briefing. En plus. Je dirais, maintenant, dans le sud marocain, il faut prendre des précautions et rester sur les pistes. Mais là, on n'est pas encore dans le sud. Je ne sais pas s'il y avait eu des consignes particulières. Je sais que beaucoup de concurrents sont passés à l'endroit où est passé Laurent ou à proximité. Et je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais enfin, toujours est-il qu'il y a eu cet accident qui a coûté la vie à Laurent. Difficile pour un jeune garçon, un père de famille comme ça, Laurent. Vous le connaissiez très bien? bien. Laurent, je pensais si je le connaissais. Laurent, d'abord, c'est le fils d'un de mes amis. Il a que travaillé chez moi. Il a appris son métier à la concession Mercedes de Clermont. Il est resté toute sa vie professionnelle. Tout le monde, j'ai recherché sa compagnie et voulait l'avoir avec lui en équipe. L'an dernier, c'est lui qui faisait l'ouvreur pour TSO. Il a fait l'ouverture des rallyes de l'Atlas, des rallyes de Tunisie. Et
l'équipe Citroën voulait absolument que Laurent soit avec nous cette année parce qu'il était apprécié de tout le monde. C'est un garçon hyper charmant, heureux de vivre, qui avait une femme charmante et qui venait d'avoir un bébé. C'est Une petite vraiment fille. catastrophique. Georges, juste un petit mot sur l'avenir. Il y a déjà une réaction de l'équipe Citroën. Vous avez décidé quelque chose déjà ou pas pour ce soir, pour demain, les camions, les voitures? J'ai réuni tout mon personnel tout à l'heure. Malheureusement, nous continuons. On est là pour une mission et je dis, si ça avait été moi qui disparaisse, ils doivent continuer. Donc les camions repartiront demain. Je ne sais pas encore moi si je resterai avec Laurent ici et si je repartirai avec le corps. Mais malheureusement, la caravane continue. Mais je peux vous assurer qu'on en a gros sur le cœur. Georges, merci beaucoup d'avoir eu le courage d'être venu nous dire quelques mots. Gérard? Oui. On peut dire un mot parce que sur la situation. Oui, et l'endroit où on se trouve. Le contexte politique est particulièrement délicat dans cette région. On ne va pas faire un grand exposé sur la situation géopolitique de cet endroit. Nous sommes au Sahara. Vous vous souvenez sans doute d'une grande manifestation qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait la Marche Verte, 1975. c'est-à-dire le roi Hassan II qui avait emmené des Marocains ici sur ce territoire. De là a découlé toute une situation un petit peu compliquée. Il y a deux thèses en présence. Il y a la thèse marocaine qui dit c'est notre territoire. Il y a la thèse sahraoui qui dit ce territoire doit revenir aux peuplades sahraouis qui vivent ici depuis des millénaires. Et les États-Unis, pas les États-Unis, l'Organisation des Nations Unies a pris ça maintenant sous son autorité et a décidé, en accord avec les deux parties, d'organiser très bientôt un référendum. Parce qu'après le conflit, on en est venu enfin à une période relativement de paix. Le référendum doit être organisé dans les mois, sinon dans les années qui viennent. Une date a été fixée, mais ça a été repoussé plusieurs fois parce qu'on veut savoir qui va voter pour ce référendum d'autodétermination. Précis, en fait. Il s'agit de déterminer le statut de ce territoire exactement. Et évidemment, le Maroc et les Sahraouis ne sont pas d'accord sur la population qui doit voter pour ce référendum. Et donc, les discussions continuent. Mais ce qui est certain, et ça, on le sait, c'est que le territoire qui est autour ici est encore marqué par les séquelles de la guerre et qu'il y a un certain nombre d'engins militaires qui sont présents ici, et en particulier, c'est vrai, des mines. On nous avait demandé déjà l'année dernière, tous les casques bleus qui étaient là, et vous en aviez reçu, je crois, dans votre émission, Pascal, de prendre des précautions lorsqu'on n'était pas accompagné, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont très risqués lorsqu'on sort de la piste. Et effectivement, manifestement, selon le pilote, en tout cas l'hélicoptère de Jean-Philippe Guillain, qui lui a beaucoup travaillé avec l'armée, eh bien apparemment ils ont deviné sur le sol des formes rondes métalliques qui pourraient effectivement ressembler à des mines. Et normalement, la consigne était absolument de ne pas sortir des pistes balisées par des petits cairns, c'est-à-dire par des tas de pierres qui sont sur le bord. Nous, on en a survolé là pendant des heures aujourd'hui en hélicoptère. On a ramené d'ailleurs des motards qui s'étaient un petit peu égarés. On s'est détourné avec Michel Drelon, notre pilote d'hélicoptère, et avec Eric Vessière, notre caméraman. On a ouvert les portières un moment pour faire signe à des motards pour revenir sur la piste, justement pour prendre des précautions pour que tout se passe bien. Parce que c'est vrai qu'en plus, les autorités marocaines avaient pris l'engagement et c'était bien organisé pour que tout se passe bien dans la traversée de ce territoire. Et d'ailleurs, hier soir, lors du briefing, eh bien, Hubert Auriol avait bien spécifié à tous les concurrents de faire très attention de ne pas sortir de la piste. Claude Aymar est en direct dans le bivouac juste derrière nous et il a une réaction, je crois, celle de René Metsch. Claude ? Oui, effectivement, je suis avec quelqu'un qui connaissait bien Laurent Guéguen, René Metsch. Parlez-nous de Laurent, René. Moi, je connais bien Laurent depuis 92, puisqu'il était dans l'équipe d'organisation avec Georges Groine. Il fait partie un peu de la famille à Georges Groine. Son père et Georges Groine sont amis, je crois, depuis plus de 40 ans. Et Laurent a fait partie du team Groine depuis je ne sais pas combien d'années, certainement encore plus loin que 92. Et donc moi je le connais bien depuis 92 puisqu'il a fait tous les rallyes, dont le Pékin, et sur les Dakar, sur les Atlas, enfin surtout un garçon passionné par la conduite, par la mécanique, et il savait tout faire, bien conduire déjà, et camion d'assistance, tout le monde se disputait Laurent. Il avait fait l'ouverture du Dakar l'an passé, tout le monde se disputait, parce qu'en plus il est un garçon d'une gentillesse exemplaire, et puis très professionnel, et il faisait son travail à perfection. Tout le monde avait envie de travailler avec lui, toujours de bonne humeur et gentil, et il a fait le Pékin avec nous en cette année, 95, et il l'aurait certainement bien sûr fait avec nous en 96. C'est vraiment une grosse perte, c'est quelqu'un que tout le monde aimait beaucoup, et c'est un garçon qui nous manquera.
Les consignes étaient de ne pas s'éloigner de la piste, mais c'est pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident. Bien sûr qu'on essaye de rester sur la piste qui est relativement large. Elle est balisée par des cairns qui ont été faits par des bulldozers. Sauf que des fois, on a du mal à trouver l'alignement. Comme c'est une piste un peu bosselée, peut-être qu'en camion, c'est pas évident. Des fois, on se dit, tiens, hop, non, c'est plus à gauche ou c'est plus à droite pour essayer de retrouver l'enfilade des cairns. Alors, bon, je sais pas comment a eu lieu l'accident, mais je dirais que des fois, c'est pas facile de rester dedans, malgré que ça soit très large. Et on a tous fait des efforts pour rester à l'intérieur. Mais je dirais que si on ne fait pas vraiment très attention, il est possible de dépasser un petit peu. Hein. Ça peut certainement arriver. Vous n'avez pas encore vu tous les concurrents, mais j'imagine que demain, la caravane du Dakar sera très triste. Oui, toute la caravane, et en particulier Georges Groine et toute son équipe, qui est une équipe très soudée, que je connais bien, puisque on est associé sur le Paris-Pékin, donc je connais tous les garçons de chez Georges Groine. Une équipe qui est très soudée, qui marche vraiment au cœur. Et quand il va en manquer un de cette valeur-là, ça va faire un grand vide. Claude ? Merci René. Claude ? Oui. Claude, peut-on poser une question à René Metsch, pardon Pascal ? Oui, non, parce que c'est très important et je pense qu'en France, en ce moment, tous ceux qui nous écoutent se posent la question. Est-ce qu'on peut continuer le rallye et est-ce qu'on doit continuer le rallye ? Et c'est important de la poser à René parce que lui-même a été responsable du Dakar et au moment de la mort de Thierry Sabine. Oui, et qu'ensuite, aujourd'hui, il est responsable du Pékin. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on doit continuer ? René, une question de Gérard. Vous avez été organisateur de rallye. Est-ce qu'on doit continuer le rallye là, d'après vous ? Là, à chaud, hein. Ah oui. Oui, les organisateurs n'ont rien à se reprocher. Je pense qu'ils ont tout fait pour que ça n'arrive pas. Et malheureusement, ça arrive quand même. On peut jamais tout encadrer aussi bien qu'on le voudrait. Et puis c'est vraiment quelque chose qui arrive une fois vraiment. C'est plus qu'un hasard. Et je pense que l'organisation n'a absolument rien à se reprocher parce que tout a été fait dans la sécurité, en tout cas jusqu'ici. Et là, il n'y a absolument rien à dire. Là, moi, la seule chose que je dirais, il faut absolument continuer. Et puis Laurent aurait été là, ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait aussi continué. Sur ce Dakar, on a vécu des moments très durs. Et je crois qu'il faut absolument continuer. Merci René, on vous laisse. Merci. René Metsch, Claude Aymar, merci. De deux informations, donc Gérard et Jean-François. Première information qui nous a été donnée par Georges Groine il y a quelques minutes, l'écurie Citroën reste en course. Deuxième information conditionnelle, puisque Hubert Auriol n'a pas encore atterri avec son hélicoptère ici à Smara, la course continuerait demain. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas donc si on nous a entendu, parce qu'on avait des petits problèmes d'émission de micro, mais c'est aussi important parce que ça s'est produit maintenant il y a 3 quarts d'heure. Donc c'est l'accident de Claude Arnoux avec son buggy qui apparemment a tapé assez fort puisqu'il y avait une légère perte de connaissance. Les médecins sont sur place. Hubert Auriol est retourné sur place aussi pour voir, pour examiner la santé de Claude Arnoux, si sympa, le Bordelais qui avait donc gagné l'étape, le prologue de Bordeaux il y a 2 ans. Voilà. Oui, et puis pour les gens qui viendraient nous rejoindre à l'instant même sur France 3, on voudrait rappeler que Pascal Loudenot et Vincent Baudin, qui étaient les coéquipiers de Laurent Guéguen, eh bien eux iraient bien. Jean-François Kerkayert, bienvenue. Merci. Jean-François, la course, il y a eu une course aujourd'hui quand même. Oui, c'est vrai, on est un peu obligé d'en parler. J'ai pas vraiment le cœur non plus, mais enfin, on va y aller, on va regarder les images avec un accident, et un accident pas grave pour les 2 pilotes. Et on regarde ça tout de suite. Il s'agit de Bruno Sabi et de Dominique Serriès. C'est donc un bouleversement en tête de la course auto, vous vous en doutez. On était au kilomètre environ 380 de la spéciale. Regardez ce qui est arrivé à Bruno Sabi et Dominique Serriès. Ça se passe complètement de commentaires. En tout, 4 tonneaux. Ce n'est pas grave, regardez, les 2 pilotes sortent immédiatement de la voiture. Ils sont parfaitement indemnes. Aucun problème, on tient à rassurer les familles parce que dans cette journée si noire, eh bien, on ne voudrait pas inquiéter encore plus de personnes en France. Donc pas de problème pour Bruno Sabi, simplement on va le revoir au ralenti. Ça s'appelle une raquette, mais c'est une raquette qui se finit très mal. Sachez tout de même que l'habitacle de la Mitsubishi du Pajero est parfaitement intact. C'est-à-dire que
à l'intérieur de l'auto. Grâce aux arceaux de sécurité. Grâce aux arceaux de sécurité. Mais l'arceau n'a absolument pas bougé. C'est vous dire que la sécurité sur ces autos est parfaite. Ils sont comme dans 4 une cage. tonneaux. Alors regardez, 1, voilà le deuxième, 3, et puis le quatrième qui va arriver. En fait, la voiture est partie de travers, elle a roulé sur une roue pendant une demi-seconde, et puis après, l'équilibre était complètement... On rassure les familles et les amis et tous ceux qui connaissent aussi Bruno Sabi. On savait qu'on pouvait faire une bonne étape, qu'on pouvait rester donc au contact des Citroën, peut-être même être légèrement devant. Mais on n'en rajoutait pas, hein. Ça, ce genre de piège, de toute façon vous le savez, vous filmez souvent ce genre de piste. Ça ne tient pas grand-chose, c'est 5 km/h de trop peut-être qui fait que la voiture bascule et puis voilà quoi. Vous vous rappelez de quelque chose? Je me rappelle qu'il y avait une cuvette et une bosse et puis que ça en part en tonneau et que ça dure longtemps quand même. Puis quand ça s'arrête, on est satisfait d'être en état, mais on réalise vite qu'on a perdu la course, quoi. Mais bon, ça fait partie des risques du métier. On va la faire rouler. On va pas le laisser là. Il y a un demi-train avant surtout remplacé. Après, je pense que pour rouler doucement, il y en aura assez. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de l'accident, vous qui subissez les copilotes? Ce qu'on ressent, c'est que le rallye s'arrête. On sait que c'est fini. Et après, on a envie de savoir si, quand ça va s'arrêter, on n'a rien. Voilà. Comme a dit Bruno, on est énormément déçus pour l'équipe. Et voilà, le rallye s'arrête là. Pour nous. Espérant que Jean-Pierre pourra honorer l'image de Mitsu. Eh bien, Jean-Pierre Fontenay a honoré l'image de Mitsubishi aujourd'hui parce que c'est lui qui gagne la spéciale avec tout de même 8 minutes d'avance sur Vatanen, 9 minutes sur l'Artigue. Fontenay se rapproche de Vatanen, le leader. Il n'a plus que 14 minutes de retard sur le Finlandais. Pour aujourd'hui, je pense que ça suffit, Pascal. On n'a de toute façon pas d'autres informations. Le PC Course est occupé par bien d'autres choses. On imagine. Gérard, il y a eu aussi une course moto, on va en parler tout de même un petit peu. Hein. Oui, on va essayer en tout cas. C'est vrai que même notre organisation générale a été un peu perturbée parce qu'on essayait avec les hélicoptères un peu d'être présents sur tous les fronts, de savoir un peu ce qui se passait. Parce qu'au départ, c'était une étape qui n'était pas exceptionnelle, ni en difficulté, ni en relief. Et puis finalement, comme ça, avec incident à gauche, incident à droite et grave accident, tout ça fait une drôle d'ambiance ce soir là à Smara. Alors du côté des motos, pas de changement au classement général. Stéphane Peter Hansel est toujours en tête et la raison est simple, c'est tout simplement parce qu'il a une nouvelle fois gagné cette 5e étape. On va le voir tout de suite en image. C'est le festival Peter Hansel qui continue. Dès le départ ce matin donc de cette étape entre Foum et la Sanne. Foum, ça veut dire la porte. C'est la porte ouverte vers le désert en direction de Smara, 489 km de spécial. Grand plateau de sable avec un peu de cailloux quand même, et cela a permis aux as de la moto, les premiers, les voilà, de s'en donner à cœur joie, de donner toute la puissance de leur machine. Alors c'est vrai pour la Yamaha de Stéphane Peter Hansel, extraordinairement à l'aise, qui contrôle parfaitement son engin, presque de mieux en mieux. La machine est puissante, elle fonctionne encore mieux que l'année dernière. Regardez les sauts. Superbe. Il est au-dessus du lot actuellement, hein, Gérard. Il est au-dessus du lot. Et derrière lui, Kini Chasse, Kini Gatner, lui qui l'année dernière était en tête du Dakar à cette époque-là et sur ces pistes-là, et bien cette année, malgré une superbe moto aussi, puisque vous savez qu'il y a plus de 50 KTM dans le peloton du Dakar, et bien malgré ça, Kini ne peut rien faire malgré son immense talon de motocrossman. Et là Thierry Magnaldi, on lui a donné un micro. Là, c'est pas évident de parler et de rester concentré. Bon, puisque j'ai en tête, je vais en profiter pour souhaiter une bonne année à toute ma famille, tous mes amis et bien sûr à mon petit cœur à qui je pense très souvent et je fais de gros bisous.
Il est sympa. Ouais, c'est mignon, hein. C'est mignon et c'est pas facile à faire lorsqu'on est à 140 km/h parce que ça déconcentre un petit peu. Là, nous sommes au kilomètre 113 dans un très bel endroit qui s'appelle le village de Tisgui, une palmeraie. Beaucoup d'eau ces derniers temps et donc un gué à passer. Pour certains, vous l'avez vu, cela a été sans problème. En revanche, pour Dominique Ozano, eh bien, ça a été avec problème. Il s'est un tout petit peu éloigné de la flaque et il s'est carrément embourbé. L'armée marocaine est intervenue, gentil. Allez, bonne chance, hein. Merci beaucoup. Et ils ont sorti la moto. Les militaires, ce qu'ils sont capables de faire. On dit qu'ils sont capables d'abattre des montagnes, je crois pire. Ouah, allez, à ce soir, j'espère. Bon, on va aller chercher le casque. Et lui, c'est Schweitzer, Stéphane, chute, complètement KO. Il a abîmé son casque qui était pourtant en Kevlar. Il ne se souvient plus de rien. Que s'est-il passé? I don't know. Vous ne savez pas? I don't know. What happened? I fell down or what? Yes. Where? At the hole? I don't remember. Il se souvient plus de rien, complètement KO. Il est sonné. Vous parlez français? Il ne sait même plus où il est Vous avez tombé, mal? s'il est vraiment tombé. Rien. Et vous vous souvenez rien? Vous vous souvenez? Do you remember nothing? I remember nothing, no? Et une des images de ce Dakar, voilà. Quel culbute. En voiture, il y a eu des accidents. En moto, il y a eu des accidents. Mais je vous rassure tout de suite, hein, Il va bien. c'est très spectaculaire. Marc Troussard, là, est choqué, mais il va vite se relever. Eh bien, dites-moi C'est quelle journée. incroyable, regardez. Avec la caméra d'Éric Vessière. Marc Troussard est tombé juste devant nous. Il n'avait pas bien évalué la saignée qui était devant lui. Je sais pas, les mecs ils arrivent là, ils voient que personne dit rien, ils continuent à ouvrir. On voit que les mecs sont là, les bras croisés. Non, ça va, c'est bon, ça va. Machin coup. Et il a déjà une petite fracture sur le pied, Marc. Quand même. Voilà, voilà le miracle, regardez, il repart tranquillement. Et il a fini. Très bien Gérard, je crois qu'il nous reste à peine une minute d'antenne, beaucoup plus d'informations sur cette dramatique journée. Ce soir 20h35, le journal du Dakar. Ensuite un bivouac j'imagine exceptionnel. Une journée, eh bien l'histoire du Dakar retiendra que ce mardi 3 janvier 1996 aura été marqué par le décès de Laurent Guéguen qui pilotait le camion Citroën 413. Il était marié, père d'une petite fille. On pense bien sûr à sa petite fille. Bonsoir, à demain.